Salut à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouveauté qui n'est pas forcément une nouveauté parce qu'il va s'agir de la troisième boîte de démarrage de Warhammer Underworld qui elle s'intitule Beastgrave. Et sur cette troisième saison, vous voyez, on est dans des teintes plutôt rouges parce qu'en fait, on change de lieu. On n'est plus dans la cité miroir, mais on est dans Beastgrave, qui est un lieu dont je vais vous parler un petit peu justement avec le fluff. Alors, au niveau de l'illustration de la boîte de base, donc là voilà, tout le côté bestial avec justement des zombettes et des, je ne sais plus comment, mais on va dire des elfes mi-cheval, mi-elfe, et puis avec un lion, histoire de rajouter une petite créature. C'est vrai que c'est toujours plus sympa quand on a une petite bestiole en plus. Je sais que ça donne du cachet, moi, quand il y a les petits aigles ou un petit lion qui se travaille, je sais que ça m'attire un petit peu plus, ces histoires de petits familiers. Donc voilà, toujours un petit peu la même construction sur le dos, assemblez vos figurines, construisez votre pile, et voilà, triomphez de vos rivaux. 2 joueurs, 30 minutes, 12 ans et plus, Games Workshop Power, on y va. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Bien sûr le livre de règles qui est beaucoup plus épais, on va y revenir un petit peu plus en détail. Ensuite le guide d'initiation, donc là on peut le regarder directement parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuillets. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une présentation rapide des différentes figurines, voilà. Dans des versions peintes, bien évidemment, comme ça donne envie. Après, une présentation aussi des différents pions. Là, on voit qu'il y a déjà des petites différences. Vous voyez, le pion blessure se transforme en pion marqueur. Et on va avoir besoin, en fait, de ces pions marqueurs. Et aussi, une grosse nouveauté, c'est que les pions d'objectifs, quand vous les retournez, ça devient des cases fatales aussi. Voilà. Donc après, les symboles, on a l'habitude. On va passer un petit peu, ça vous détaille rapidement un petit peu les différents systèmes avec les cartes. Alors si vous voulez vraiment découvrir le jeu et que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ma vidéo Apprendre à jouer à Warhammer Underworld. Et là, je ne vais pas détailler en fait la façon de jouer, je vais simplement détailler ce qu'on peut trouver comme nouveauté un petit peu, ce qu'on trouve dans cette boîte-là. Voilà. Donc on va voir vraiment le B à bas, comment on combat, comment on arrive à faire des blessures, les victoires, construction de deck, et voilà. Et la mise en place aussi sur le champ de bataille de départ. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose clé en main. Vous le prenez, vous lisez uniquement ça, et normalement, vous pouvez y aller, vous pouvez jouer. Alors bien sûr, on va avoir la petite notice que je vous laisse regarder, et puis on va regarder un petit peu les figurines. Alors figurines que je n'ai pas eu le temps de monter, parce que je me suis attaché plutôt à lire bien en fait le fascicule de règles. Le fascicule de règles, j'ai lu plusieurs fois pour essayer de ne pas louper tous les petits changements. Et il y a quelques petits changements malgré tout. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de monter les figurines. Alors, Beastgrave, this was just the beginning. Ça veut dire que c'est juste le commencement, mon gars. Tu n'en as pas fini. Et tu n'en as pas fini, ne serait-ce que dans Warhammer Underworld, mais aussi dans Warhammer Age of Sigmar, bien évidemment. Avec toujours ce petit fascicule qu'on va trouver aussi dans Warcry pour vous dire, c'est bien, tu commences à jeter des carmouches, mais rappelle-toi qu'il y a quand même Warhammer Age of Sigmar et qu'il y a moyen de jouer beaucoup plus de figurines. Ensuite les plateaux, alors je vais mettre la boîte un petit peu sur le côté, ça c'est l'accident du smartphone. Donc je mets un petit peu sur le côté la boîte, et puis on va regarder les planches avec les pions, les points de victoire, et puis ce qui va changer bien sûr c'est les cases fatales qui sont harmonisées en mode Beastgrave, et puis aussi quand on le retourne, vous voyez, vous avez maintenant ces marqueurs là, et puis les objectifs qui se transforment en cases fatales aussi, parce qu'en fait maintenant il y a possibilité de retourner les cases d'objectifs pour les transformer en cases fatales. Voilà. Bon, après, hop, je vais vous passer rapidement. Ils sont génériques, hein, ces marqueurs-là. Ils ne sont pas attachés à la faction. Ce qui pourrait être le cas, en fait, au final, parce que quand vous l'achetez, vous êtes sûr de les avoir. Mais bon. Et puis, voilà, les petits dessins en rapport avec Beastgrave. Et puis, je vais vous montrer maintenant les plateaux. Après les plateaux, je vous les montre parce que c'est pas du tout anodin hein, dans une partie de Warhammer Underworld. C'est extrêmement important de bien les choisir en fonction de votre paquet de cartes de mission, et puis aussi l'adversaire, aussi ce que vous pensez qu'il va pouvoir faire, parce qu'il y a vraiment un placement intéressant, aussi bien dans votre déploiement que dans ce que l'adversaire pourra faire. Donc c'est vraiment très très important, et plus vous en avez, plus vous avez de choix, et je pense que ça c'est le level déjà un petit peu au-dessus du joueur. C'est une fois que vous maîtrisez bien votre deck, il faut bien maîtriser justement les plateaux. Alors les
zones rouges, c'est des zones de terrain fatales, donc c'est-à-dire que vous avez le droit de passer dedans, par contre vous perdez un point de vie. Et puis une fois que vous êtes dedans, tant que vous êtes dedans, en fait, il se passe plus rien. Vous pouvez en sortir sans perdre de points de vie. Mais voilà, tandis qu'ici, vous avez des zones qui sont infranchissables, donc personne ne peut passer à l'intérieur, tout simplement. Et puis vous voyez à chaque fois, hop, les petits placements, ça peut être intéressant, hein. C'est ça qu'on va rechercher aussi des fois, c'est des petits points de spot qui vont se toucher. Et donc le deuxième plateau, voilà, qui est plutôt groupé un petit peu vers le centre, avec une petite case fatale. Et quand on le retourne, voilà, là, déjà beaucoup plus bloquant, et vous voyez que si vous pouvez mettre ça en fait du côté de l'adversaire, et bah du coup il va avoir du mal à venir vous chercher, hein. Surtout qu'on peut les mettre aussi en mode dans ce sens là, hein. Vous le savez si vous le savez jouer. Sinon bah, encore une fois je vous encourage à aller voir la vidéo apprendre à jouer, et du coup il y a des possibilités d'avoir des decks vraiment défensifs, et puis là il y a un petit peu de chemin à faire, hein, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour les plateaux. Maintenant, je vais vous montrer la suite, donc c'est à savoir les grappes de figurines. Alors on commence avec la chasse sauvage de Skyte. Donc voilà, alors évidemment, on va les regarder un petit peu plus près. Donc c'est du Games Workshop, c'est-à-dire que c'est extrêmement fin. On va pas revenir sur la qualité des figurines, parce que maintenant c'est presque, enfin c'est une évidence hein, de dire que les figurines Games Workshop sont fines. Vous voyez encore une fois là, vous voyez les doigts là qui sont très bien dessinés, avec toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir. Enfin, on est vraiment sur des figurines de top qualité pour du plastique, et c'est des figurines aussi qui sont clip and play, donc c'est à dire que vous avez c'est du easy to build, c'est ça le terme technique, donc ça veut dire que vous pouvez en fait simplement les dégrapper et puis les clipser. Alors moi je raffole pas forcément de ce système là, parce que certes on peut se dire c'est pratique, le problème c'est que j'ai toujours l'impression que la jonction du coup est un petit peu moins propre que s'il n'y avait pas justement ce picot. Voilà, donc je vous conseille vraiment, c'est de couper en fait les picots et puis vraiment de faire une belle jonction avec de la colle plastique, comme ça du coup vous n'êtes pas embêté, puis vous pouvez gratter un petit peu la ligne de moulage, et je pense qu'en termes de figurines c'est quand même beaucoup plus sympathique. Alors là on voit toujours les socles texturés, donc ça c'est toujours très sympathique. Et puis vous voyez, il faut rentrer quand même pas mal de choses hein, sur cette grappe là. Donc voilà, vous avez les différents combattants. Vous pouvez les voir bien sûr sur le site de Games Workshop directement montés. Et puis moi bien sûr quand je vous les aurai montés, je pourrai vous faire aussi une petite vidéo à voir. Qui sait, peut-être même un petit tuto peinture contraste. Je sais que ça vous avait bien plu justement sur d'autres bandes. Donc voilà. Ensuite, on a les profanateurs de Grashrak. Donc voilà, les hommes bêtes. Donc avec une teinte assez grise. Alors elle n'est pas métallique, hein, malgré ce qu'on pourrait peut-être voir à travers la couleur. C'est toujours difficile de bien régler en fait ces couleurs. Mais voilà, là c'est pareil. On a vraiment des choses assez fines. Vous voyez, on a même la corde de l'arc, ce qui est assez rarement en fait représenté hein, sur des figurines. Toujours des socles très travaillés. Voilà, là aussi on a la corde. Et c'est mieux parce que c'est vrai que bon, souvent on a le gars qui tire une flèche, il n'y a pas la corde. Bon, soit on se casse la tête à le faire soi-même. Là, quand c'est déjà représenté, je pense que c'est quand même plus sympathique. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, mais enfin on voit toujours qu'il y a ce système en fait de découpage qui fait que ça devient assez difficile de faire des conversions. Si vous avez envie de récupérer une partie d'une figurine, à la limite, il vaut presque mieux complètement la monter et puis après la redécouper. Voilà. Donc je ne m'attarde pas dessus. Après les hommes bêtes, moi c'est pas forcément ma cam, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Ensuite, bien sûr, vous avez un petit sachet de dés extrêmement classique, voilà. Ensuite, des petits sachets zip, donc ça, ils ont l'habitude d'en mettre de plus en plus souvent, et je dois dire que c'est plutôt sympathique, parce que ça permet comme ça de ranger les cartes et les tokens, et c'est plutôt cool. Et après, vous avez les paquets en mode initiation, et ça, c'est plutôt très bien pensé encore une fois. Donc, c'était déjà le cas dans la première édition, mais ça fait pas de mal de le redire. Donc, ouvrez ce paquet pour votre première partie. Il inclut les cartes de combattants, une pile d'objectifs et une pile de pouvoir pour la chasse sauvage de Skyte. Donc, bien sûr, on a exactement la même chose pour les hommes bêtes. Voilà, c'est ce paquet-là. Et puis après, on a le paquet de cartes bonus. Donc, n'ouvrez ce paquet qu'après avoir joué quelques parties. Il contient diverses cartes d'objectifs et d'autres cartes de pouvoir, vous permettant de constituer de nouvelles piles pour chaque bande. Voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme on va avoir toutes les cartes génériques, et bien avec les illustrations, on va pouvoir deviner aussi quelles sont les futures factions à sortir. Alors après, à noter que si vous avez précommandé votre boîte chez un revendeur, ou je ne suis pas sûr que ça existe aussi en magasin Games, donc là ça brille beaucoup, hein, mais c'est parce que c'est une carte foil ou premium, c'est-à-dire qu'en fait il y a un film fini qui brille, vous voyez, un mode un petit peu arc-en-ciel psychédélique. Donc voilà, sur la face exaltée, alors que la phase classique ne l'a pas. Donc je vais les ouvrir et vous montrer directement les cartes de combattants avec les versions un petit peu foil.
on commence avec Skate, le chasseur. Skate, on va dire Skate. Alors, qu'est-ce qu'il a? 5 de mouvement, c'est normal, c'est un centaure, il est très rapide. 1 de défense, pourquoi pas 4, c'est assez standard. Alors, condition d'exaltation, ce combattant a un pion charge à la fin d'une phase. Ça, c'est très bien parce que c'est quelque chose que vous allez gérer vous-même. Vous n'allez pas attendre que l'adversaire soit dans une certaine condition. Alors, bien sûr, il faut qu'il soit à portée. Mais comme du coup, vous pouvez quand même avoir une petite attaque à distance. Alors, cette attaque à distance, elle se fera qu'une fois, mais vous pouvez quand même l'avoir, ce qui veut dire qu'il va quasiment forcément s'exalter, et puis surtout avec 5 de mouvement, il va s'exalter dès qu'il aura fait sa charge, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Alors, il a une attaque, javelot de chasse, donc il peut le faire qu'une seule fois, et si c'est dans le cas d'une charge, elle a plus 1 en dégâts, donc 3 de distance, 2 marteaux pour 1 ou 2 dégâts, voilà. Bon, c'est pas foufou, mais ça fait un petit jet en plus. Ensuite, on a la ruade, donc ruade, distance 1, 3 épées pour 2 dommages, voilà. On va regarder plutôt le côté exalté, hein, qui va être un peu plus sympa. Alors évidemment, ça brille, ça brille un petit peu. Donc tout de suite, il a gagné 1 de défense, donc il passe en 2 défenses boucliers. Là, ça commence à devenir assez costaud. Il n'a pas gagné de points de vie, il reste à 4 points de vie. Alors, il a toujours son javelot qui a gagné 1 dé d'attaque. Il a toujours cette capacité-là. Bien sûr, hein, c'est pas parce que vous vous retournez que vous allez récupérer votre javelot. Hein. Et après, l'attaque des ruades de sabot. Donc du coup, 1 de distance, par contre, c'est la capacité balayage. Alors, balayage, c'est un nouveau mot-clé. Ça correspond simplement au fait que vous faites une attaque distincte contre chaque combattant qui est adjacent à vous, qui est un ennemi, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on sent qu'il est plutôt porté pour l'attaque. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir que le boss n'est pas forcément le Magos. Voilà. Donc, on va regarder justement le Magos. Donc, Cartaen, le veneur. Bâton, 1, 2, 2, voilà, il a toujours la même condition d'exaltation. Il bouge à 4, 2 d'esquive, ça commence à être pas mal. Heureusement, parce qu'il a que 3 points de vie. 3 points de vie, ça peut vite se faire one-shot. Alors, corps de chasse, c'est une action. On pose un marqueur corps sur cette carte, et lorsqu'il y a un marqueur corps sur cette carte, relancez 1 ou plusieurs dés du prochain jet d'attaque de l'action d'attaque d'un combattant ami, puis retirez le marqueur de corps. Donc c'est une sorte de combattant vraiment de soutien, parce qu'il peut vraiment dire, bah tiens, toi là-bas, tu vas aller charger, je vais te donner ta relance, en fait. Voilà. Donc après, faut voir, parce que c'est vrai que ça sacrifie quand même une action. On n'a pas beaucoup, on n'a que 12 actions dans chaque partie de Warhammer Underworld. Bon, bien sûr, on ne compte pas les cartes, qui vont, je le souhaite, vous rajouter des actions, mais bon, ça peut être assez cher. Alors après, lui aussi, il est très rapide. Il bouge à 5, il gagne 2 d'esquive. Puis là, par contre, il passe à 3 de dommages, et surtout avec un marteau. Donc c'est plutôt pas mal. Et la petite spécialité, donc lui, vraiment, il gagne à s'exalter. Du coup, il gagne aussi 2, alors qu'il était qu'à 1 en niveau de magie. Voilà. Et puis après, c'est exactement la même chose au niveau de son pouvoir. Ensuite, on a Sheok Tracker Kurnoti. Alors, l'accent elfique, c'est un petit peu Showtime. Donc, attaque de base, on va dire 2-2, mais une bonne attaque de base. Toujours le 4 de mouvement, donc c'est une bande assez mobile. Le 1 d'esquive avec 3 points de vie. Par contre, voilà, ça va être un petit peu la faiblesse. Et puis, hop, voilà, parce qu'il n'a pas de capacité spéciale. Quand on le retourne, il gagne fracassant, et puis 5-1-3. Alors en fait, toute la difficulté de ces combattants, c'est que vous allez avoir envie de charger, évidemment pour vous exalter, et quand vous avez chargé, ça veut dire que vous êtes au contact de l'adversaire, et c'est là où le 1 d'esquive peut être un petit peu compliqué, surtout avec les 3 points de vie, donc c'est pas si simple que ça de pouvoir s'exalter. Alors après, par contre, vous avez une compétence, vous pouvez relancer un dé du jet de défense quand ce combattant est la cible d'une action d'attaque. Voilà, donc c'est un petit bonus défensif. Franchement, c'est pas mal, parce que ça vous laisse une chance de plus de faire le critique qui va bien, et puis de complètement négativationner l'attaque adverse, donc c'est quand même un bon petit bonus. Alors, après le petit lion, Ligaen le Malkin. Donc du coup, la petite attaque, très petite attaque, on est sur les plus petites attaques possibles presque. Donc 2 épées pour 1 dommage. Donc toujours il bouge à 5, 1 d'esquive et là 2 points de vie. Ce combattant ne peut pas recevoir des cartes amélioration, d'action, d'attaque et ne peut pas tenir un objectif. Voilà. Et une fois exalté, toujours la même condition. Donc du coup, il est inévitable. Et inévitable, c'est le pendant en fait de fracassant. C'est-à-dire que fracassant, ça vous empêche de vous défendre en bouclier, et inévitable, ça vous empêche de vous défendre en esquive. Donc voilà, comme ça, il y a les deux possibilités. Donc les 2 points de vie, franchement, c'est chaud, parce que n'importe quelle attaque, quasiment, il va y passer. Le 2 d'esquive, bon, certes, c'est bien. Voilà, il n'a pas trop d'autres effets bonus.
C'est léger, mais bon, c'est léger, mais en même temps, ça vous fait quand même un combattant, ça vous fait une bande à 5 combattants. Bon, il y a quand même des gars qui font un peu le boulot, donc c'est pas si mal que ça. Ensuite, alors, Altaen Tracker Kurnoti. Donc ce combattant toujours pareil, il bouge à 4, 1, 3, ça c'est assez standard, hein, vous voyez, ils ont des profils assez standards, 2 marteaux pour 1 dommage, voilà. Par contre, c'est un tir, vous voyez, arc. Donc du coup, c'est pas mal, ça fait un bon petit tir à 2 marteaux, c'est pas moche. Et une fois exalté, justement, donc vous avez toujours 2 pour 1 avec inévitable, donc s'il y a de l'esquive, ça saute. Et puis vous pouvez relancer un dé du jet de défense quand ce combattant a la cible d'une action d'attaque. Le truc, c'est que lui, ça va être très facile de l'exalter parce que ben, vous faites votre charge et puis vous faites un tir tout simplement. Donc ça va être à mon avis un combattant ciblé en priorité pour l'adversaire. On va regarder du coup les profanateurs de Garshrak. Donc bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec Rashrak Filhof. C'est un peu dur hein, pour les Français, hein, tous ces noms. Alors, 4 1 d'esquive et 4 de points de vie, voilà. Condition d'exaltation, au moins 2 combattants ennemis sont hors de combat. Donc ça, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile, parce que si vous jouez justement contre, par exemple, des bandes très défensives, les Stormcats, ils sont 3, ils vont encaisser à mort, et bien avant de pouvoir vous exalter, ça va être assez difficile. Donc voilà, c'est des conditions d'exaltation qui dépendent de l'adversaire, qui dépendent de comment le jeu est organisé, vous allez sûrement pas les faire tout de suite. Bon, il a une bonne frappe, mais qui est pas non plus folle. Après, les magos aussi. Donc au début de la partie, et lorsqu'un combattant ennemi est mis hors de combat, posez un marqueur rituel sur cette carte. Alors à quoi ça sert? Réaction, au cours d'une action d'attaque d'un combattant ami, avant le jet d'attaque, retirez un marqueur rituel de cette carte, vous pouvez relancer un dé de jet d'attaque. Donc là, c'est un petit peu comme le corps qu'on a vu juste à côté, parce que c'est un effet qui va pouvoir être utilisé par d'autres personnages, hein, pas uniquement que lui. Là, l'avantage, c'est que ça ne vous consomme pas d'action pour la préparer, en fait, et puis n'importe quel combattant, comme ça, va pouvoir relancer un de ses jets d'attaque. Par contre, ce qui est un petit peu tricky, c'est que, du coup, vous devez le faire avant votre attaque. Donc, si vous faites le magnifique double critique, et ben, du coup, vous avez dépensé votre marqueur un petit peu pour rien. Voilà. Alors, une fois exalté, qu'est-ce qu'il va gagner? Alors, il va gagner 2 fracassants. Bon, ouais, c'est pas non plus foufou, hein. Vous voyez, il a juste gagné fracassant. Il gagne après un level de magie. Voilà, de 1, il passe à 2. Et après, 4-1-4 pour, voilà, 4-1-4. Donc, c'est pas l'exaltation la plus folle. Et du coup, on a exactement après le même bonus. Donc, c'est une exaltation qui, je trouve, est un petit peu dure à réaliser et qui, en plus, apporte pas forcément un gros bonus. Bon, après, ils sont 6 combattants, c'est assez nombreux, donc c'est normal aussi que... C'est ça, toujours un petit peu l'équilibre du jeu, essayer de faire que les bandes nombreuses et pas une exaltation un petit peu trop forte. Voilà, là, on va pas forcément chercher l'exaltation. Ensuite, le chasseur, Ushkor. Donc là, il a un arc, alors que court, mais qui est pas mal, hein, quand même, 3, 2, 1, voilà. Il a la possibilité aussi de se battre au corps à corps, 1, 2, 1, voilà. Et ensuite, 4, 1, 2. Alors 2, c'est très faible. Et comme du coup, il va falloir dégommer un petit peu les combattants ennemis, ça va être difficile d'encaisser. Après, bon, bien sûr, lui, il va pas aller au corps à corps, il est prévu pour rester au loin. Une fois exalté, il va gagner le petit 1 de plus, vous voyez, 1, 3, 1, au lieu de 1, 2, 1, et inévitable, donc voilà. Et après, le couteau de silex, ouais, c'est pareil, bon. Voilà, les hommes bêtes, j'aime pas trop ça, hein. Peut-être que ça va se sentir un peu dans la review, je sais pas, c'est comme ça. Alors, Murgos demi-corne, alors que pourtant il a ses cornes, hein. Alors, 1, 2, 2, d'accord, 4, 1, 3, il est un petit peu plus costaud, et puis... Quand on le retourne, 1, 3, 2, 4, 1, 3, bon voilà. Alors action, si ce combattant est sur une case de bord et n'a pas de pion mouvement, placez-le sur n'importe quelle case de bord et donnez-lui un pion charge. Ok, et là c'est plutôt carrément pas mal ça. Ça permet d'avoir pas mal de mobilité. Donc la case bord, ça peut être aussi chez l'adversaire, hein, donc ça peut être pas mal. Ok. Voilà, toujours pareil. Alors là, il gagne un petit peu d'esquive. Bon, après, avec 2 points de vie, on a beau avoir 2 dés, ça reste compliqué. Là aussi, on a un autre tireur. Donc, une bande plutôt portée sur le tir aussi un petit peu. Donc, le même arc court. Est-ce qu'il a exactement les mêmes stats? Alors, il est où, notre ami? Il est là. Alors, c'est pareil. Et puis, on y retourne.
Donc voilà, là la petite différence, il a un dé en plus, il est inévitable, alors que lui ne l'a pas. Par contre, il est un petit peu plus puissant au corps à corps. Bon, voilà. Bien sûr, hein, je préfère celui-ci. Donc voilà, à cibler en priorité aussi pour les adversaires. Donc 1, 2, 3, voilà, ça c'est un petit peu le gars qui va taper. Il a 1 de bouclier, c'est déjà mieux, 3 points de vie. Et quand il s'exalte, 4, 1, 3, fracassant, voilà, 3, 3. Hop, et ben on va aller regarder un petit peu leur deck, et puis après il y a pas mal de cartes à passer, donc je vais essayer d'aller assez vite, hein, parce que comme j'explique à chaque fois, il y a une 60aine de cartes, donc si je passe 1 minute par carte, on n'a pas fini. Donc voilà, on a une belle illustration, qui est pas mal, qui met bien dans le thème. Donc on va passer évidemment les persos qu'on a déjà vus. Alors, appel sauvage, double. Alors ça c'est une nouvelle, un nouveau mot-clé en fait, ça veut dire que vous avez deux choses possibles. Alors, marquez ceci à une phase de fin si un carte à ennemi effectuait l'action corps de chasse à la phase précédente et il y a un carte à ennemi survivant. Voilà, il faut que les deux conditions soient remplies. Bon bah voilà, simplement vous le faites et puis vous gagnez un petit point. Voilà. Alors, étreinte de Kurnous instantanée, marquez ceci immédiatement quand un combattant ennemi est poussé sur une case fatale. Donc là, bien sûr, hein, ça vous encourage à jouer avec le plateau et les cases fatales, mais il faut bien penser que les objectifs peuvent être retournés aussi. Donc voilà, ça peut jouer. Après, on verra un peu plus tard dans le livret qu'il y a vraiment eu un beau travail de fait pour le wording, c'est-à-dire vraiment pour essayer de faire des règles les plus claires possibles et qui laissent vraiment très peu de place à l'interprétation. Et je trouve que justement, vous voyez, quand vous avez le mot-clé là, instantané, c'est le genre de choses aussi qui rajoute à la lisibilité les mots-clés en gras. Donc là, je pense qu'il y a eu un gros effort et puis c'est extrêmement bien pour le jeu justement compétitif. Alors, rite purificateur, marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient tous les objectifs sur les territoires d'au moins un joueur. Donc soit vous, soit l'adversaire, pour 2 points, c'est plutôt pas mal. Ensuite, meute rituel, instantané, marquez ceci immédiatement quand votre bande met hors de combat un combattant ennemi se trouvant sur la même case qu'un objectif. Ça, c'est un petit peu embêtant, parce que l'adversaire ne va pas forcément jouer les objectifs. Donc voilà, après, bien sûr, c'est instantané, donc ça, c'est plutôt cool. Je vous rappelle, au cas où, les cartes instantanées, vous les scorez directement, et pas à la fin de la phase, enfin, pas à la fin du round, ce qui fait que, du coup, vous la remplacez directement, et c'est la meilleure façon de gagner. Hein. Je pense que tous les decks un peu compétitifs jouent quasiment sur des cartes avec un petit peu d'instantané pour cycler rapidement, et aller vraiment essayer de faire toutes les cartes de son deck. Alors, traquer jusqu'au bout, marquez ceci immédiatement quand un combattant ami met un combattant ennemi hors de combat avec une action d'attaque effectuée dans le cadre d'une action de charge. Voilà, donc ça c'est du classique, mais ça passe très bien. Alors, marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants amis survivants ont chacun au moins un pion mouvement et ou charge. Voilà, ça c'est très facile à faire, ça va être fait même quasiment automatiquement. Donc une carte très facile à remplir. Annihilation, marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants ennemis sont hors de combat. Voilà, donc avec 5 points. On voit que le design aussi a un petit peu changé, je trouve assez réussi, assez joli. Là, on a l'impression que le doré, en fait, comme ça, rejaillit un petit peu. Je trouve vraiment réussi. Alors, tenir l'objectif 1, voilà, c'est classique. Tenir l'objectif 2, l'objectif 3, l'objectif 4, le 5. Alors, ceux qui se posent la question, peut-être pour ceux de nos amis qui débutent de Warhammer Underworld, quand vous avez ce symbole-là, ça veut dire quand vous jouez à 3. Quand vous jouez à 3, c'est tenir l'objectif 5 ou 6. Et quand vous jouez à 4, tenir l'objectif 1, 5 ou 6. Voilà. Alors, vent cinglant, donc ça c'est toutes les cartes vraiment qui sont typiques de la faction. Donc manœuvre de sort, s'il est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 cases ou moins du lanceur, donnez à ce combattant un pion de mouvement. Voilà, donc c'est pour paralyser un combattant ennemi avant qu'il puisse jouer, ça peut être sympa. C'est avec une focalisation en plus, c'est pas mal. Course effrénée, choisissez un combattant qui n'a pas de pion mouvement ou charge, il effectue une action de mouvement. Voilà, donc hop. Alors, chasse en meute, choisissez jusqu'à 2 combattants amis adjacents et poussez-les chacun de jusqu'à une case. Voilà, toujours un petit peu de mouvement. Après, comme c'est une bande qui a déjà beaucoup de mouvement, pourquoi pas. Après, c'est jusqu'à 2 combattants, donc il vaut mieux jouer ça, quoi qu'il arrive, que pousser un combattant ami, ça c'est sûr. Puissance de Kurnous. Manœuvre de sort, s'il est lancé, choisissez un combattant ami. Ses actions d'attaque de portée 1 et 2 ont plus un dégât. Ce sort persiste jusqu'à la fin du round, jusqu'à ce que ce combattant soit mis hors de combat. Et donc du coup, ça c'est très fort, parce que c'est pas sur une action, ça va être sur toutes ses actions dans ce round. Donc voilà, plutôt une bonne carte je trouve. Alors, récupérer le javelot, voilà, votre leader n'est plus considéré comme ayant effectué l'action d'attaque javelot de chasse, voilà, très classique.
Frappe synchronisée, la première action d'attaque est d'une portée de 1 ou 2 effectuée par un combattant ami à la prochaine activation, à plus 1 dégât pour chaque combattant ami en soutien. Donc ça peut être assez intéressant, parce que ça peut vous faire, ça peut vous donner en fait le létal sur un personnage, parce que si vous êtes à 3 contre 1, vous avez plus 2 en dégâts, avec un petit boost par-ci par-là, il y a moyen de faire une petite surprise. Voilà, rapide comme le vent, choisissez un combattant ami ayant au moins un pion en mouvement, retirez un de ses pions, et ça c'est plutôt sympathique. Alors bien sûr ça va pas marcher avec la charge, hein, parce que la charge c'est un pion à part, donc ils ont vraiment clarifié les choses hein, sur ce point-là, on le verra tout à l'heure dans le livre encore une fois, mais c'est vraiment beaucoup plus clair, donc pas d'ambiguïté. Cri de chasse, donc c'est réservé à chasseur. Donc chasseur, c'est pas une, c'est des sous. Vous voyez, alors je le montre sur lui, c'est pas la bonne faction, mais vous voyez, vous avez des sous-catégories comme ça, chasseur. Alors que des fois, c'était réservé à tel personnage, tel personnage, tel personnage. Là, il y a des sous-catégories, donc c'est. Ouais, je trouve vraiment qu'ils ont essayé de faire quelque chose de très très propre. Voilà. Alors, cri de chasse, action, retirer tous les pions garde des combattants ennemis adjacents, pousser tous les combattants ennemis adjacents de jusqu'à une case. Franchement, ça, je trouve ça fort. Je trouve ça fort parce que c'est une action, donc ça veut dire que c'est pas soumis à le bon vouloir d'un dé ou quoi que ce soit, et puis vous allez vraiment bouger les persos d'un objectif. Vous pouvez le faire plusieurs fois si vous avez envie, si l'adversaire revient vers vous, vous pouvez le rééjecter en mode défense. Franchement, je trouve que c'est une bonne carte. Alors, force divine, les actions d'attaque de ce combattant, on recule 1, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est réservé à personne, hein, tout le monde peut le jouer. Tir rapide, réaction. Après l'activation de ce combattant au cours de laquelle il effectue une action d'attaque de portée 3+, il effectue une autre action d'attaque de portée 3+. Très bien, très bonne carte, je pense, pour Altean, ou Altaen. Grande enjambée plus 2 en mouvement, donc ça c'est très fort. Après le truc c'est qu'ils ont déjà beaucoup de mouvements. Je sais pas si je la jouerai, il faut voir, c'est un peu difficile encore une fois d'analyser vraiment en profondeur, faut jouer, on peut pas se permettre juste comme ça, maintenant le méta est trop riche. Mais là comme ça je me dis il y a déjà beaucoup de mouvements, est-ce que j'ai envie de suraccentuer le mouvement, de passer de 5 à 7 je sais pas. Là, comme ça, franchement, je dirais pas trop. Je préfère mettre d'autres cartes, justement, pour compenser un petit peu les faiblesses, plutôt que de faire un supra-mouvement, où si le but, c'est d'aller vers l'adversaire. Bon, de toute façon, vous allez déjà y être, hein. Le gars, il va pas pouvoir s'éloigner tant que ça, donc voilà, je suis pas sûr que ce soit la carte que je mettrais directement. Alors, charme de vigueur, lorsque ce combattant reçoit des dégâts, réduisez-les de 1 jusqu'à un minimum de 1. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal, parce que ça peut vous sauver, tout simplement. Si on vous met 2 et 2, finalement ça fait que 1 et 1, il faut encore remettre une attaque derrière si vous avez 3 points de vie, alors que sinon vous étiez déjà mort, donc je pense que c'est une bonne carte. Attaque au bouclier, donc voilà, tout simplement une tape un peu plus forte, réservée à Skate, au skater. Très perfide, donc la magique, inévitable sur une touche critique, cette action d'attaque à plus 1 dégâts. Bon, pourquoi pas? Ça fait un petit tir de plus, si on peut vraiment s'opposer. C'est marrant parce que ces bandes-là, elles peuvent justement faire des petits duels de tir comme ça. Vigueur surnaturelle, manœuvre de sort, s'il est lancé, le lanceur a plus 1 en défense. Ce sort persiste jusqu'à la fin du round ou jusqu'à ce que ce combattant soit mis hors de combat. Donc ça peut être bien. Franchement, je pense que c'est des cartes qu'il faut jouer parce qu'on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Et comme ils n'ont pas beaucoup de points de vie, bah voilà, ça peut les aider beaucoup. Donc là, ensuite, vous voyez, hein, avec cette carte-là, on passe dans des cartes génériques, donc qui sont accessibles à toutes les bandes de Warhammer Underworld, quelle que soit la saison. Donc pas de côté, choisissez un combattant ami et poussez-le d'une case. Voilà, bon, autant jouer celle qu'on pousse 2. Hein. Piège à ours, réaction, jouez ceci au cours de l'action d'attaque d'un chasseur ami. Après qu'elle ait repoussé un combattant ennemi, le combattant ennemi reçoit 1 dégât. Ça c'est pas mal parce que vous voyez, en chasseur, c'est un trait qu'on va retrouver justement sur d'autres factions. Alors après, c'est une carte qui bien sûr, je sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir, alors là j'ai un doute, mais je crois pas qu'il y ait de traits sur les cartes des anciennes saisons. Est-ce que du coup, il pourrait peut-être rajouter un petit trait, comme ça, chasseur en plus, peut-être. Chose trap, réaction au cours d'une action d'attaque de portée 1, après que ce combattant soit repoussé, mais avant qu'il reçoive éventuellement des dégâts à cause d'une casse fatale, son attaquant reçoit 1 dégât. Donc ça peut vraiment vous dissuader, dissuader l'adversaire de vous pousser. Plus en endurance, voilà, classique. Et force accrue, voilà, plus en dégâts aux actions d'attaque de portée 1 et 2, et pas 3. Voilà. Après, on va avoir le même deck pour justement les embêtes. Donc c'est pareil, toujours la carte d'illustration. Alors on n'a pas le petit fluff hein, qu'on a pu avoir sur d'autres bandes à chaque fois, où on avait cette carte-là, avec d'un côté le petit fluff qui va bien. Bon.
Alors, rituel sanglant. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a au moins 2 marqueurs rituels sur la carte de combattant de votre leader. Bon, voilà, ça veut dire qu'il faut avoir tué des personnages adverses. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient au moins 3 objectifs en territoire ennemi. Ça peut être compliqué parce que si vous voulez aller taper les adversaires et que les adversaires ne sont pas autour d'un objectif, ça peut être un peu difficile de faire les deux. Profanateur instantané, marquez ceci immédiatement après une activation si votre bande tient au moins 3 objectifs. Ça, par contre, c'est très très bien parce que c'est en instantané et ça, c'est vraiment une très bonne carte. Supériorité avérée, double, marquez ceci à une phase de fin si tous les leaders ennemis sont hors de combat et votre leader n'est pas hors de combat. Donc ça peut être assez fort ça. Instantané, marquez ceci immédiatement quand un 3e combattant ami ou plus a effectué une action de charge à la même phase. Voilà. Encore une carte plus orientée justement sur le... Enfin, vous voyez, là, par contre, il y a... Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a deux lignes de conduite, soit vraiment aller à la baston, soit aller sur les objectifs. Et ça peut être assez dur de faire les deux. Hein. Donc, double, marquez ceci à une phase de fin s'il y a au moins un combattant ami survivant et 5 combattants en plus sont hors de combat. Après, c'est 2. Donc 2, c'est quand même bien payé. L'annihilation, voilà, ça on a déjà vu. On va faire les objectifs assez vite aussi. C'est toujours les mêmes. Voilà, mugissement de colère, plus 1 dé à la première action d'attaque de portée 1 ou 2, effectuée par un combattant ami. Voilà, ça c'est classique. Plus 1 dégât à la première action d'attaque de portée 1 ou 2. La prochaine activation, choisissez un combattant ennemi adjacent à un combattant ami et poussez-le de jusqu'à une case et de jusqu'à une case supplémentaire pour chaque pion blessure sur la carte du combattant ami. Ça peut vraiment faire un petit peu la différence si le joueur en face s'y attend pas, parce que du coup ça vous donne vraiment un bon contrôle en fait sur l'adversaire, parce que vous pouvez le repousser vers vous, hein, le rapprocher et du coup justement l'achever, et c'est plutôt sympa. Vous pouvez le mettre justement entre vos combattants, vous faites une sorte de tenaille comme ça, vous le faites aller au milieu, ça c'est une très bonne carte je trouve. Vigueur bestiale, donc s'il est lancé, les combattants amis ont plus de en mouvement à la prochaine activation, pourquoi pas. Insulte sanglante, choisissez un combattant ami, il reçoit 1 dégât, donnez-lui un pion garde, plus 2 dés à la première action d'attaque effectuée par ce combattant à la prochaine activation. Voilà. Donc il faut qu'il soit déjà au corps à corps, parce que du coup on vous rappelle que les pions garde, ils sont enlevés quand on fait une charge. Après on peut-être se fiche un petit peu du pion garde et puis directement se dire bon bah j'aurai moins mais plus 2 dés. Voilà. Après il reçoit quand même un petit dégât, bon à voir. Alors, choisissez jusqu'à 2 chasseurs amis et poussez-les chacun de jusqu'à 2 cases. Voilà, on retrouve un petit peu le pendant de ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que là, c'est des chasseurs, alors que l'autre, c'était n'importe quel combattant. Force dans le nombre, plus 1 dégât à la première action d'attaque, effectuée par un chasseur ami, à la prochaine activation, s'il y a au moins un chasseur ami en soutien. Bon, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, on préfère un plus 1 dégât naturel, sans qu'il y ait de restriction, évidemment. Frénésie de sang, plus 1 dégât aux actions d'attaque de portée 1 ou 2 de ce combattant, s'il a au moins un pion blessure et ou qu'il est adjacent à un combattant qui a au moins un pion blessure. Après, on se rappelle que les hommes bêtes, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, donc ça peut être assez difficile. Ça peut être assez difficile d'être et blessé et pas mort. Donc, ce qui est, voilà, un petit peu dommage. Silex maudit, donc une attaque fracassante qui va mettre que 1 dommage. Bon, ça fait pas rêver. Estocade à la lance, plus 100 en portée à l'action d'attaque de la demi-lance de ce combattant. Et c'est réservé à Murgroth et Korch. Voilà. Donc on a comme ça plein de sous-catégorisations de combattants pour pouvoir faire en fait ces cartes-là. Éclair de sauvagerie, recul 1 sur une touche critique, cette action d'attaque à plus 1 en dégâts. Voilà. Ça c'est aussi du déjà vu. Après ça devient dur aussi, il y a tellement de cartes, de devoir se renouveler comme ça à chaque fois. Bien sûr qu'on va retrouver des cartes qui vont faire sensiblement la même chose. Alors colis fichier, vous pouvez relancer un dé du jet de lancement à chaque fois que ce combattant tente de lancer un sort. Ça peut être très bien. Ça peut être très très bien si vous jouez beaucoup sur les sorts. Preneur de tête, lorsque l'action d'attaque de ce combattant met hors de combat un combattant ennemi adjacent, gagnez 1 point de gloire. Ça peut être très très bien, parce que tout ce qui fait gagner des points de gloire, encore une fois, sur des cartes qui ne sont pas des cartes objectifs, je trouve que c'est vraiment à considérer. Confusion, choisissez 2 combattants adjacents l'un à l'autre, placez chaque combattant sur la case qui était occupée par l'autre combattant, lorsque vous les avez choisis. Voilà. Hop. Vigueur surnaturelle, manœuvre de sort, si lancé, le lanceur a plus 1 en défense, ce sort persiste jusqu'à la fin des rounds, voilà, ça on l'a déjà vu aussi. Piège à ours, on a déjà vu, on va passer, le showstrap, on a vu, l'endurance accrue, c'est pareil, la vitesse, plus 1 en mouvement, la force, et voilà. Et on va regarder maintenant les cartes génériques.
Alors même dans les cartes qui sont génériques, hein, vous avez quand même des cartes spécifiques réservées à la faction. Alors, Ruse Bestiale, marquez ceci immédiatement lorsque vous jouez votre troisième manœuvre ou une manœuvre ultérieure au cours d'un seul round. Donc ça c'est pas mal parce que en fait on a cette notion de qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà rempli cette condition, que je viens de piocher ma carte instantanée. Vous voyez, rien que là, on sent que les gars, ils ont pensé et qu'ils ont beaucoup de recul et d'expérience et qu'ils se disent « Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a cette situation-là, donc on va l'éclaircir directement sur la carte. » Voilà. Après, la carte en elle-même, pourquoi pas. Bain de sang, marquez ceci une phase de fin si au moins 3 combattants ennemis sont hors de combat. Bon, si vous orientez vraiment sur l'action, l'agression, on va dire, bah évidemment ça se joue. Coup fatal instantané, marquez ceci immédiatement lorsque l'action d'attaque d'un combattant ami qui cible un combattant qui n'a pas de pion blessure le met hors de combat. Ça va être un peu compliqué. Si vous jouez contre des bandes à pas beaucoup de points de vie, c'est très intéressant. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas forcément à l'avance et que si vous tombez sur une bande très costaud, ça va être difficile de one-shotter les persos. Donc je ne sais pas, à vous de voir. Marquez ceci immédiatement après une activation si au moins 3 combattants ennemis sont en territoire ennemi. Ça c'est pas mal du tout, parce que... Enfin, tout combattant ennemi, parce que du coup, si vous allez justement chercher l'adversaire, ça peut être vraiment bien. Ça nécessite juste de bouger. C'est une carte instantanée, donc ça peut se jouer hein, très facilement, surtout quand vous débutez. Ça c'est à mon avis une bonne carte à jouer. Marquez ceci une phase de fin s'il y a au moins un combattant ami dans chacun de ces territoires, votre territoire, le territoire ennemi et le territoire de personne. Le territoire de personne, c'est la zone neutre en fait qui sépare les deux plateaux. Pourquoi pas, je suis moins fan, un petit peu moins fan. Alors marquez ceci à une phase de fin si votre bande a lancé au moins 2 sorts à la phase d'action précédente. Voilà, pourquoi pas. Marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants amis survivants sont exaltés. Ça peut être très bien, parce que même quand vous n'avez qu'un seul combattant, bon, vous faites une charge, il est exalté. Donc voilà, c'est une carte qui va être assez facile à marquer dans les débuts. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants amis survivants ont chacun au moins une amélioration. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a d'autres choses à mettre. Après, encore une fois, je vous le rappelle, mais c'est toujours difficile d'analyser parce que quand vous débutez, il y a des cartes qui vont être très intéressantes et quand vous avez accès à l'ensemble des cartes, il y a des cartes qui vont être beaucoup moins intéressantes. Donc, c'est dur de vous dire oui, c'est bien ou pas parce que ça dépend complètement de votre profil de joueur, en fait. Alors, la curée, c'est une carte hybride. Alors, hybride, c'est un mot-clé qu'on n'a pas encore vu. Ça veut dire que vous avez des conditions avec un ou. Alors, marquez ceci à une phase de fin. Si un combattant ennemi avec une caractéristique blessure de 4 ou plus est hors de combat, ou votre bande tient au moins 3 objectifs. Et ça, je trouve ça super fort. Parce que du coup, ça vous fait vraiment une carte très polyvalente. Hein. C'est comme si vous aviez 2 fois cette carte-là et que suivant la situation, voilà, si ça marche pas, vous avez l'autre. Donc les cartes hybrides, celle-ci, je la trouve vraiment très bien. Transpercé instantané, marquez ceci immédiatement quand votre leader met hors de combat un combattant ennemi. Voilà, ça c'est très bien. Plus le dessin est assez sympa avec les couleurs, comme ça rend bien. Tuer les corrompus, marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants ennemis sont hors de combat. Voilà, vous pouvez jouer l'agression. Lien spirituel, marquez ceci immédiatement quand votre bande lance un sort. C'est hyper fort. C'est hyper fort, c'est hyper, c'est bon, voilà quoi. Voilà pourquoi les bandes de la première saison ont un petit peu de mal. Voilà, ensuite conquête, marquez ceci à la 3e phase de fin si tous les combattants amis survivants sont sur les territoires de votre adversaire. Ça peut être bien parce que vous n'avez pas de nombre minimum. Des fois ils vous mettent et qui sont au moins 3 ou un truc comme ça, là pas du tout. Donc, voilà. Alors là on attaque les cartes neutres. Après, ces cartes-là, elles sont en plusieurs exemplaires, c'est parce que vous avez la possibilité de les jouer. C'est une boîte pour 2 joueurs. Donc du coup, c'est pour que chacun des deux puisse justement la jouer. Marquez ceci à la 3e phase de fin s'il n'y a aucun combattant ennemi sur votre territoire. Voilà. Suprématie, marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient au moins 3 objectifs. Ça, c'est une très bonne carte. Moi, j'aime beaucoup la jouer. Plus le dessin, là, en plus, c'est superbe. Donc voilà. Du coup, je me dis, par contre, est-ce qu'on va vraiment avoir des illustrations d'autres factions? Je commence à avoir un doute. Je pense que peut-être pas. On va voir. Charge buffle, la première action d'attaque effectuée par un combattant ami dans le cadre d'une action de charge. La prochaine action a inné épée. Inné, ça veut dire que vous avez automatiquement ce résultat-là. Donc vous rajoutez une épée, quoi qu'il arrive. Bon. Alors, régression, manœuvre de sort, critique. S'il est lancé sur les 5 combattants ennemis à 4 cases au moins du lanceur, ce combattant reçoit un dégât, puis poussez-le de jusqu'à une case. Cela doit le rapprocher du lanceur. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, sur un critique, ça peut être compliqué à lancer.
Jouer ceci après l'action de mouvement d'un combattant ami. Dans le cas d'une action de charge, ce combattant peut effectuer une action d'attaque à portée 3. Ça, je trouve ça très bien. Attaque aveuglante, avec un dessin assez percutant. Donc 3, 3, 1. Cette action d'attaque a plus 1 dégât quand elle cible un combattant ennemi adjacent. C'est rigolo. C'est rigolo, donc c'est pas mal. Alors, survivant endurci, réaction après une action d'attaque qui cible ce combattant et échoue, pousser ce combattant de jusqu'à 2 cases. Donc ça peut être bien aussi justement pour faire du hit and run, tout simplement. N infini, après une action d'attaque de ce combattant qui met un combattant ennemi hors de combat, ce combattant effectue une autre action d'attaque. Vous ne pouvez utiliser cette réaction qu'une fois par round de bataille. Voilà, réservé à Gnarl. C'est dommage que ce soit pas pour tout le monde. Insensible à la douleur plus 1 en blessure, voilà. Ça peut être nécessaire, je sais pas. Est-ce qu'il faut du coup rajouter des cartes pour les soigner, pour essayer de compenser le faible point de vie? Là c'est pareil, je sais pas. Alors, manœuvre de sort, s'il est lancé, sélectionne une case à 4 cases au moins du lanceur, soin 1 pour tout combattant sur cette case et sur les cases adjacentes à celle-ci. Alors, là, il faut faire attention parce qu'ils vous disent, ils disent pas les combattants amis, ils disent sur tout combattant sur cette case, les cases adjacentes. Ça veut dire que si vous voulez soigner vos persos en contact d'un adversaire, eh ben, vous allez aussi soigner l'adversaire. Donc, il faut y faire attention. Alors, pousser un combattant ami de jusqu'à 3 cases afin qu'il soit adjacent à un combattant ennemi ayant au moins un pion blessure. Ça, c'est très bien, parce que 3 cases, c'est assez fort. Donc voilà, plutôt pas mal. Son de la vélocité, les combattants amis ont plus 1 en mouvement. Cet effet persiste jusqu'à la fin du round ou jusqu'à ce que Kertan ami soit mis hors de combat. Voilà. Là, c'est pareil, encore une fois, est-ce qu'il faut vraiment avoir le plus 1 en mouvement, sachant qu'on bouge déjà bien? Je sais pas. Œil de Kurnaus. Les actions d'attaque de ce combattant ont plus 1 dé si la cible est une proie. Les actions d'attaque de ce combattant ont également inévitable. Voilà. Alors je sais pas encore ce que c'est que les proies, j'en ai pas vu dans les combattants, mais bon on verra. Aspect de la chasse, donc plus de mouvement, plus 1 en défense, plus 1 en blessure, c'est juste auto-include, je pense. Après bien sûr c'est réservé à lui, donc voilà. Donc marque de Kurnaus, vous pouvez relancer un dé du jet de défense de ce combattant s'il est la cible d'une action d'attaque, réaction, après l'action d'attaque d'un combattant ami qui met hors de combat un combattant ennemi adjacent, cette carte d'amélioration est dans votre main, donnez-la à ce combattant sans dépenser de points de gloire. Donc là on voit que ça cumule quand même pas mal de choses qu'on a déjà vues avant, et c'est ça qui est fort, parce que du coup vous avez des petites conditions en plus, des façons de jouer les cartes gratuitement, c'est bon voilà, c'est des petits bonus que n'avaient pas les premières factions, encore une fois. Confusion, choisissez 2 combattants adjacents, on l'a déjà vu, voilà, on a interverti, marqué, choisissez un combattant, il devient une proie, cet effet persiste jusqu'à ce que ce combattant soit mis hors de combat. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir justement mettre des proies et marquer en fait les personnages. Donc c'est une carte neutre, hein, bien évidemment. Pas de côté, choisissez un combattant ami et poussez-le d'une case, on a déjà vu, le plus en vitesse, l'instinct de prédateur. Ce combattant devient un chasseur, vous pouvez relancer un des jets d'attaque, des actions d'attaque de ce combattant qui cible une proie. Voilà, donc je pense qu'à l'avenir, il y aura beaucoup plus de cartes justement qui vont être jouées comme ça en mode chasseur, proie, etc. et que c'est un mot-clé qu'on va avoir tendance à voir revenir assez souvent. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les cartes, et bien tout simplement, on va refaire un petit point sur le livre lui-même. Alors le livre de règles va être très complet et on sent qu'ils ont vraiment, encore une fois, hein, comme je vous le dis, essayé de faire en sorte de diminuer le plus possible les interprétations de joueurs et qu'on soit vraiment que sur des règles stricto sensus et qu'on puisse justement éviter comme ça toutes les petits désagréments qu'on peut avoir en partie quand on ne comprend pas les choses de la même façon. Alors on va parler un petit peu du fluff. Donc le fluff de Beastgrave, c'est que il y a une montagne en fait qui s'appelle la Beastgrave, et donc cette montagne, on ne sait pas si elle est vivante, si c'est une partie d'une créature colossale ou si c'est un dieu tout simplement, et en fait on sait simplement qu'elle attire les gens en fait dans leur sommeil, c'est-à-dire que vous allez faire un rêve et vous dire ah tiens je rêve d'une épée, ah cette épée elle m'obsède, et puis après on vous dit ah cette épée je sais qu'elle est à Beastgrave, il faut absolument que j'aille à Beastgrave, et donc une fois qu'ils sont dans Beastgrave, ils vont être obsédés en fait par leur vision qui va devenir vraiment le leitmotiv de leur vie, et ils vont être obnubilés par cette chose là sans même chercher à vouloir sortir en fait de Beastgrave. Et après ce qu'on vous dit simplement c'est que même
les plus nobles en fait, ben, du coup sont un petit peu corrompus par l'influence de Beastgrave. Alors le peuple silencieux, c'est qu'on vous dit qu'il y avait avant une sorte de peuple un peu insectoïde dont on a quelques traces en fait. On n'a pas retrouvé forcément beaucoup de choses, mais il y a quelques traces qui font penser qu'il y avait un peuple justement qui s'appelle le peuple silencieux qui était justement dans Beastgrave. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va ressortir dans le fleuve d'Age of Sigmar parce que vous savez que tout est lié. Et que du coup, il travaille vraiment justement à développer ce fluff-là. Donc bon voilà, on entendra peut-être à nouveau parler du peuple silencieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une notion assez intéressante, c'est que dans Beastgrave, la mort en fait n'a pas vraiment de prise sur vous. C'est-à-dire qu'une fois mort, vous allez revenir dans la montagne et puis devenir un peu pas en mode zombie, mais en mode un petit peu de plus en plus obsédé, et puis en vous disant que de toute façon, eh ben, vous n'avez qu'un seul but, parce que survivre, c'est même plus un but en soi, étant donné que vous allez mourir et revenir. Donc du coup, le but, c'est vraiment soit d'aller au cœur de la montagne pour tuer la montagne, il y en a qui veulent ça en fait, soit être toujours dans le combat, etc. Donc il y a plein de raisons en fait qui font que au bout d'un moment vous êtes dans l'obsession complète et vous restez dans Beastgrave quoi qu'il arrive, un petit peu comme Shadespire en fait. D'ailleurs, il y a justement un lien entre Shadespire et Beastgrave, c'est-à-dire qu'il y a eu une déchirure suite au nécroséisme de Nagash. Il y a eu une déchirure en fait dans la cité de Shadespire, pas le jeu, hein, mais la cité. Et du coup, tous ceux qui étaient justement dans cette cité ont pu se téléporter plus ou moins, ont été aspirés ou attirés, on ne sait pas trop, par Beastgrave, par la montagne. Et Beastgrave, on vous dit que c'est et à la fois le nom du lieu et à la fois le nom de l'entité qui doit régner dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que on peut pas savoir exactement ce que c'est, mais bon, en tout cas quoi qu'il arrive, ça les attire tous et puis ils se retrouvent tous d'un commun accord ou pas du tout dans la malédiction de Beastgrave. Toi aussi participe au jeu concours Beastgrave et compte le nombre de fois où j'ai dit le mot Beastgrave, envoie un SMS au 48 300, 48 € l'APL et tu pourras peut-être gagner un autocollant dédicacé. Donc on continue avec le livre, voilà, donc la malédiction des Catophrane qui se poursuit, un petit peu de fluff. Donc alors, la chasse sauvage de Skate, en fait, eux, simplement, leur mission, c'est d'éradiquer le mal où qu'il se trouve. Et à Beastgrave, justement, il y a beaucoup de forces un petit peu négatives qui y sont, et la montagne elle-même est considérée comme une force négative, même si on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est encore une fois un dieu, une créature, ou simplement la montagne elle-même. Et donc, le but simplement pour Skate et ses amis, c'est d'aller au centre de cette montagne et d'essayer de l'éradiquer. Alors que les profanateurs de Grasrak, en fait le but c'est juste la destruction aveugle, et comme ils ont entendu qu'il y avait beaucoup de trésors justement dans Beastgrave, eh bien ils ont envie d'y aller pour justement détruire tous ces trésors. Voilà. Hop, on va passer un petit peu, donc alors, je vais pas redétailler ça, parce que là on va être sur des règles. Il faut simplement se dire que c'est assez clair, assez bien travaillé, assez bien pensé, et je pense que dans les livres de règles, c'est parmi les plus clairs. Vous avez beaucoup d'exemples comme ça qui sont schématisés, avec des petits dessins, des petits numéros, des codes couleurs. Franchement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on sent vraiment qu'il y a un gros travail de fait pour la compréhension, et ça on le verra aussi avec la dernière page. Donc voilà, une mise en page assez agréable à lire, toujours des illustrations. Donc je vais passer parce que, encore une fois, les règles, c'est pas le but de les voir dans cette vidéo, c'est quand même la 3e version. Il y a quand même des petits changements. Vous voyez, des choses qu'ils ont normalisées, en fait, soignées, ça a été normalisé. Maintenant, on vous dit que c'est une action de soigner, alors qu'avant c'était retirer des blessures. Donc voilà. Le soutien, ça c'est assez clair aussi, l'action de charge. Alors voilà, ce qui peut être intéressant, c'est ça, c'est les super actions. Les super actions, c'est des doubles actions. C'est par exemple la charge. La charge, c'est et un mouvement et une action d'attaque. Et du coup, on dit que dans le jeu, il peut y avoir d'autres types de super actions. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes, comme le fait que tout ce qui va être déclenché ne le sera qu'une fois que la super action sera complètement terminée. Que ce soit l'exaltation ou la réussite d'un objectif instantané. Voilà. Après, autre modification aussi aux règles, l'action de garde maintenant, elle vous empêche d'être repoussé. Donc ça la rend un petit peu plus attrayante, parce que c'est vrai que sinon, l'action de garde, c'était pas forcément ce qu'on avait envie de faire le plus souvent. Bon, après, ça dépend évidemment de votre deck, mais voilà, c'était pas le plus fifou.
Alors, carte d'amélioration, si, un petit truc que je ne vous ai pas dit, dans la séquence de mise en place, quand vous mettez les plateaux, et bien en fait, celui qui gagne dés va choisir qui va mettre son plateau en premier. Alors qu'avant, c'était le perdant, quoi qu'il arrive. Donc du coup, il y a un petit peu plus de stratégie. Voilà. On vous explique comment gérer les modificateurs. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, vous faites les multipliés et après, les additions. Donc, quel que soit l'ordre dans lequel vous les avez reçus, il y a toujours cette notion de les multiplier vont se faire d'abord. Donc, genre, si vous avez 2 fois votre force, enfin 2 fois le nombre de dés, ça va faire, et si vous avez un dé, ça fait 2 et après plus 1. Et pas 1 plus 1 fois 2. Tout simplement. Donc les réactions, l'exaltation, tout est vraiment bien expliqué. Hein. Même quand une figurine est retirée de la partie, elle garde un petit peu toutes ces améliorations, c'est très clair. Alors que c'était pas forcément très clair dans les premiers fascicules. La déviation, très bien expliquée. Voilà, après les règles multijoueurs. Donc les règles multijoueurs, j'ai pas vu beaucoup de distinctions par rapport aux premières règles. Alors c'est vrai que c'est pas ce que j'avais forcément le plus joué, mais là comme ça en lisant rapidement, j'ai pas vu trop de distinctions. Voilà. Et puis, ben voilà, on va continuer comme ça, tout simplement. Là, vous avez le glossaire, ça aussi, c'est très très bien. Alors, je vais zoomer un petit peu, histoire que vous puissiez regarder si vous avez vraiment envie. Faites pause sur la vidéo. Allez, je vous mets une petite musique. Voilà, donc avec ça, vous allez être servi, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors là, vous avez des noms qui sont donnés au type de terrain, voilà. Et après, pour terminer, ce que je trouve vraiment très bien pensé, c'est la séquence de combat qui a été en fait tout simplement normalisée. Donc choisissez une action d'attaque. Jet d'attaque, jet de défense, déterminez le résultat. On compare vos réussites et celles de l'adversaire. Aucun jour de réussite, du coup, l'action d'attaque échoue, séquence de fin, etc. Et vous avez en fait toutes les autres possibilités avec le fait d'être repoussé ou pas. Et du coup, vous voyez, l'attaquant, l'action d'attaque échoue, on est repoussé, la cible est-elle piégée? Oui, auquel cas l'action d'attaque est une réussite, on inflige des dégâts, on vérifie, etc. Séquence de fin. Et je trouve qu'il y a vraiment un gros travail sur ce diagramme qui vous permet de résoudre en fait très facilement toutes les situations. Ce qui est vrai que dans certains cas, justement, quand l'attaque était un échec, mais qu'il était repoussé et qu'il était piégé et qu'il y avait des dommages, que du coup ça passait en une attaque réussie, c'était pas forcément très clair à comprendre avec des mots. Là au moins vous avez le diagramme, et puis après vous avez aussi ce tableau là qui détermine dans quel cas vous avez des réussites ou pas. Voilà, donc rien qu'avec ça je pense que c'était peut-être le point un petit peu flou de Warhammer Underworld, difficile à comprendre quand on débutait. Là vraiment vous suivez ça et vous allez avoir aucun problème. Voilà. Et bien écoutez, c'était la présentation de Beastgrave. Alors très honnêtement, les deux factions, moi, elles ne m'inspirent pas forcément plus que ça, mais c'est parce que je suis un joueur qui aime bien un petit peu le côté figurine, le côté esthétique, c'est quelque chose qui m'attire. Les hommes bêtes, ça ne m'attire pas plus que ça. Les chasseurs de Kurnous, les skates, là, ça ne m'attire pas forcément non plus, même si je trouve que les figurines sont assez agréables, assez jolies. Même les hommes bêtes, au final, là, ils sont assez détaillés, assez fins. J'avoue que je les porte pas forcément dans mon cœur. Donc je vais essayer quand même malgré tout de trouver un petit peu de temps pour les monter et puis de vous faire une petite vidéo rapide showcase. Si je suis motivé pour les peindre, eh bien on essaiera ça. Et puis voilà. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est vraiment très très bien pensé au niveau du fascicule de règles et que si vous êtes un joueur tournoyeur, vous aurez vraiment plaisir à avoir des choses vraiment très très claires là-dessus. Donc voilà. Et puis malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de cartes en plus, juste celle-ci un petit peu là qui nous fait un petit peu une sorte de ghoul. Donc voilà, on aura sans doute un petit peu les... Alors je sais pas quel est le nom qu'ils vont leur donner, mais voilà, les ex-contes vampires ghouls de l'ancien monde. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'informations, mais bon, tant pis, je suis un petit peu déçu. Mais nul doute qu'on va bientôt avoir pas mal d'informations, donc restez en ligne. Merci en tout cas à vous, et jouez bien à Beastgrave.